D'être là, de vous prêter à ces petits exercices. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, de commencer à réfléchir, enfin à créer des terrains de réflexion sur des questions professionnelles qui, je pense, que nous interrogent tous en tant que dans nos différentes fonctions. Donc c'est quelque chose sur lequel après on va réfléchir et on va peut-être structurer des choses dans la prochaine édition du festival. Donc Benoît Mély, Fox Searchlight, Paolo Moretti, exploitant du cinéma Les Concordes et directeur du Festival international du cinéma de La Roche-sur-Yon, Eva San Giorgi, directrice artistique du Festival Ficunam à la ville de Mexico. Renaud Davy de chez ARP. Donc merci beaucoup d'être là. Donc en fait, je trouve que vous quatre, vous résumez assez bien cette édition du festival dans un certain sens. Il y a des critères, il y a des lignes dans vos structures qui résument bien la programmation. Donc Mistress America d'un côté, Tangerine and Virgin Mountain de l'autre. Eva, elle a un type de programmation très pointue au Ficunam, donc on y retrouve vraiment toutes les différentes lignes du festival. Donc c'est ce que je pense intéressant pour nous, c'est de parler effectivement comment dans chaque point de vue on peut œuvrer ensemble pour défendre les films, enfin que je peux pas dire que nous aimons, mais oui, je peux le dire quand même. Les cinémas qu'on défend, donc dans chacun de nos structures. J'ai commencé, on a parlé, j'ai écrit à propos de la prolifération des écrans. Donc pour moi, c'est pas quelque chose à avoir un sens négatif du terme. Au contraire, c'est quelque chose qui a renouvelé la façon de voir, de penser, de consommer aussi du cinéma. Mais c'est que donc il a créé aussi, je pense, des nouveaux spectateurs. Nous, par contre, on travaille avec des salles, donc enfin paquet, mais principalement l'idée c'est de rassembler des gens et de continuer à vivre, à penser le cinéma comme une expérience collective, donc comme un moment aussi de la vie sociale important. Donc peut-être je vais passer la parole à Paolo qui nous parle un petit peu du début de l'expérience du festival et effectivement du type de travail qui mène les festivals et à la fois les cinémas à l'année avec les distributeurs, le type de relations qui se met en place, le type de dialogue qu'on peut imaginer effectivement pour travailler ensemble pour la sortie et pour la promotion d'un film. Bon, déjà, je voulais remercier aussi Benoît et Renaud d'être là. C'est une première fois au Festival du film de La Roche-sur-Yon avec des films très importants pour nous et qui ont des enjeux justement liés. Ce sont des tests, ce sont de premières françaises dans tous les cas. Et ce sont des tests intéressants pour voir justement comment un film est perçu dans un contexte qui rassemble un peu plus au public que le film aura à sa sortie salle par rapport à des présentations dans le contexte de festivals international. Donc je voulais commencer justement à poser une question plutôt qu'à donner une réponse à quelles sont les attentes de la part de distributeurs importants, affirmés et voilà, qui ont des stratégies très, très établies et étudiées par rapport à des festivals de ce type, c'est-à-dire pas des festivals qui coûtent 3,5 millions ou des festivals de première mondiale. Ce sont de petits festivals en taille, mais qui peuvent avoir une fonction, on l'espère, dans la vie du film à sa sortie salle. Donc je voulais déjà vous entendre par rapport à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez ou vous espérez et quelle est la réflexion qui vous fait décider de présenter un film dans un contexte plutôt que dans un autre?
Un festival, avant tout, c'est un tremplin pour préparer une sortie salle. C'est à mon avis comme ça qu'il faut l'envisager. Donc ça doit servir à établir la notoriété du film, à pouvoir travailler en amont de sa date de sortie, à le montrer à certains prescripteurs. C'est comme si c'était quelque part une projection de presse ou une projection de travail grandeur nature, mais dans un lieu dédié. Voilà. Pour résumer, je dirais ça. Pas mieux. Bonjour. Sinon aussi que parfois les films sont d'abord au festival avant d'arriver chez un distributeur. Donc il y a ce côté défricheur, ce côté tamis, où tous les films vont passer entre les grilles de regards extrêmement critiques, qui sont plus critiques que ceux du grand public, mais aussi qui sont plus indulgents parfois parce qu'ils voient la démarche, ils voient la réflexion qui est derrière un film. Et du coup le distributeur est un petit peu aussi un chercheur d'or qui va essayer de trouver la pépite. Je crois d'ailleurs plus ARP que Fox, quoique Fox Searchlight est très très proche des festivals également. Et pour Mistress America, c'est vrai. Pour Mistress America en particulier, on en parlait tout à l'heure, il y a l'idée d'avoir trouvé un festival qui corresponde au film, donc pas forcément, même si c'est une comédie, un festival d'humour, parce que c'est pas le thème principal du film, mais plutôt de montrer derrière l'apparente légèreté du film une démarche, un regard critique, celui de Noah Baumbach. Et c'est pour ça que La Roche-sur-Yon faisait plus sens qu'un autre festival, en fait. Merci. Et en rejoignant la question de la prolifération des écrans, cette année, pour moi, pour la première fois quasiment, je me suis retrouvé face à des films extrêmement nouveaux, dont certains qui sortaient des Sundance, comme Mistress America, qui avait le même âge du point de vue de la production, je dirais, et de la diffusion, et qui étaient déjà sur VOD, déjà sortis, qui avaient déjà épuisé leur cycle au mois de juin. C'est-à-dire qu'en 5 mois, les films avaient fini. Et c'était impossible avec les logiques actuelles qu'on applique au festival, de l'inviter, de l'exploiter, de lui faire cette tournée, de le faire exister dans ces circuits. Et c'est le cas, je pense, souvent de certains films américains, en parlant avec des vendeurs internationaux, comme Visit Film, par exemple. Il y a une logique qui est liée à des systèmes d'exploitation qui jugent les films sur la première ou les 2 premières semaines d'exploitation. À partir de là, c'est soit la tournée de festival, soit d'autres stratégies de sortie, soit les multiplateformes VOD. Moi, je voulais vous demander quelle est, de votre point de vue, en fait, cette sorte de... ce que je perçois comme une accélération, finalement, dans les processus de diffusion et d'exploitation du film. Il y a juste un chiffre qu'on peut donner, c'est qu'il y a 20 ans, il y a entre 300 et 350 films qui sortaient par an sur les salles françaises, ce qu'on appelle en première exclusivité. Aujourd'hui, il y en a 700. Donc 700, vous faites le calcul, ça fait entre 12 et 15 par semaine. Donc pour les films dits de la diversité, les films que vous présentez ici, même si Mistress in America est un peu plus gros que cela, mais quand même, c'est considéré comme un film d'auteur, sinon il ne serait pas là. C'est peut-être aussi ce que Benoît a voulu dire tout à l'heure. Ils doivent trouver leur public assez rapidement, sinon... parce que paradoxalement, le nombre d'écrans de salles, il a pas augmenté, hein, il s'est stabilisé, rénové et numérisé. Enfin, ça s'est surtout beaucoup modernisé, mais on arrive à un effet d'entonnoir, c'est-à-dire que le marché, on frise la saturation en somme. Et c'est pour ça que moi, sur la question du débat, la prolifération des écrans, c'est pas seulement les écrans de cinéma, c'est aussi tout ce qu'il y a à côté. Et est-ce que aujourd'hui, c'est un domaine que je connais pas du tout, mais que je constate,
pour échapper à cette saturation, il y a des films qui vont directement dans ce qu'on appelle globalement le e-cinéma. Tout ce qui est VOD, VAD, Netflix, qui est quand même un nouvel opérateur qui vient d'arriver, etc. Donc voilà, il y a effectivement de plus en plus de propositions, et on pourrait aussi parler des séries qui prolifèrent sur toutes les chaînes de télé. Donc je pense que c'est plus sur les contenus qu'il y a une prolifération que sur les contenants, à mon sens. Je dirais aussi que la prolifération des écrans, si c'est tablettes, mobiles, etc., ce que disait Rebecca, est aussi une nouvelle façon d'avoir des connaissances de tous les contenus qui arrivent tellement plus nombreux tous les jours, et du coup que la cinéphilie a changé, et qu'on a besoin maintenant, moi j'ai le souvenir quand je voulais développer ma cinéphilie, de lire un magazine, de prendre le temps de vérifier que dans un mois tel film sortait. Maintenant on regarde vite fait quels sont les 3 films qu'il faut avoir vus, que la presse recommande, qui est passé dans quel festival. Donc le festival, comme le journaliste, comme le distributeur, doit exactement au bon moment, c'est-à-dire le mercredi à 14h, avoir délivré un message très clair au public, qui est: ce film parle de ça, il est bon parce que, etc. Et le public qui est donc gavé d'informations et qui est avide de culture, mais qui n'est pas non plus, qui n'a pas un temps extensible ni un budget extensible, va aller tout de suite au film identifié. Il n'aura plus peut-être la démarche de aller voir un film dont il ne connaît pas les auteurs, les réalisateurs, les acteurs, etc. Donc je pense que le festival, l'exploitant ou le producteur doivent maintenant toujours avoir à l'idée de quelle est l'histoire au moment T, donc qui est le mercredi 14h, allons-nous raconter au public. Moi, je voudrais interroger Eva, parce qu'on a quand même la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous porter l'exemple de notre réalité. Donc le Mexique, c'est un pays avec un très... Vous êtes beaucoup au Mexique, non? C'est quand même 80 millions, quelque chose comme ça. Siamo in Messico in generale 105 milioni, nella città del Messico 22. Donc c'est 100 millions d'habitants le Mexique, qui est la ville de Mexico 22 millions. Donc avoir un festival dans une réalité si grande, c'est quelque chose. Donc j'imagine que aussi travailler pour la promotion des films dans des contextes si énormes, ça doit nécessiter des dynamiques différentes. Et une autre chose dont je voulais te demander, le cinéma mexicain, il arrive en France, il y a déjà Güeros ici, mais c'est assez présent dans les festivals de Cannes. Comment vous travaillez dans un festival comme les Ficunam, qui par taille, par vocation et dans certains sens jumeaux du festival de la Roche-Orion, je trouve, pour les avoir vécu tous les deux. Comment tu travailles avec les distributeurs? Quels sont pour eux les enjeux justement de... Giustamente riallacciandomi a quello che stavano dicendo, in Messico è un po' differente, nel senso che è un territorio che rappresenta uno dei mercati mondiali più interessanti per il cinema in generale, per il numero di schermi esistenti, tanto che è un mercato molto più interessante il mercato del Brasile. Se vediamo i numeri che pubblica ogni anno il Festival di Cannes, è pertanto un mercato che interessa moltissimo alle grandi produzioni, e di conseguenza è un mercato completamente occupato anche da una esibizione, da un mondo di esibizione di grandi catene commerciali. Donc effectivement, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, le Mexique, c'est un des marchés les plus intéressants au monde en termes de chiffres. Si on regarde par exemple comparé à les chiffres du Brésil, c'est des résultats beaucoup plus intéressants. Donc une des directes conséquences, que c'est un marché très intéressant, mais c'est un marché aussi très occupé par les grandes productions, par les grandes structures. Et c'était quoi la dernière fois? E per cui chi occupa il mercato dell'esibizione sono le grandi catene. Sì, e en conséquence aussi les marchés de l'exploitation, donc des salles, il est presque entièrement occupé par des chaînes de multiplex. E per cui dei film americani, di conseguenza. Però per cui negli ultimi anni si è dato un fenomeno molto molto interessante, che è la creazione di una rete di distribuzione più indipendente,
pari passo con la creazione di distributori indipendenti. Donc, les dernières années, les choses ont changé. Il y a maintenant un réseau de distribution indépendante qui s'est mis en place et ces réseaux étaient possibles grâce à la naissance des compagnies di distribuzione indipendenti. Esattamente, però questo è comunque un mercato di nicchia e che interessa soprattutto i grandi centri urbani, in particolare la Città del Messico, perché non ci sono tante realtà nella Repubblica, si stanno lavorando. Donc ça reste un parti du marché assez petite, des niches, et qui intéresse bien évidemment les grandes villes. Une question, ce réseau, il a le monopole au Mexique, ce réseau indépendant? C'est le seul? La rete di distributori indipendenti, se è una rete che ha un monopolio? Oppure... No, è una rete aperta che si sta organizzando, però non è un monopolio, ci sono tante sale differenti. Donc c'est un réseau, je termine de traduire, donc c'est une partie du marché assez petite et qui intéresse les grandes villes, parce que au-delà de la ville de Mexico, il n'y a pas beaucoup de réalité sur ça, et c'est un réseau de distributeurs indépendants ouverts, en train de se créer et en train de se mettre en place. Cioè, quindi alla fine quello che succede è che è aumentata moltissimo la proposta e l'entrata di film, per cui c'è una grandissima varietà e un numero sempre maggiore anche di cinema indipendente distribuito, ma in realtà economiche molto, molto, molto fragili e molto piccole, tanto dei distributori come degli esibitori indipendenti. Donc la conséquence de ce nouveau réseau de distribution, c'est que l'offre de contenu, des propositions cinématographiques, elle a beaucoup augmenté, donc on a possibilité de voir des choses très différentes, mais c'est des économies qui restent extrêmement fragiles. Tanto nell'esibizione come nella distribuzione. Poi ci sono delle realtà che sono un po' consolidate, che comunque è il formato, che succede poi anche in Europa, che per funzionare deve essere il distributore, il rappresentante e il produttore dello stesso film. Après, il y a des réalités qui sont un petit peu plus établies, mais ça marche comme en Europe, où la personne qui distribue, c'est en même temps la personne qui exploite et la personne qui produit les films. Che è un po' la realtà anche di Mantarraya, che è forse, che arrivo, è l'esempio che voglio portare qui a colazione rispetto ai distributori con cui lavoriamo noi. In generale il festival ha la vocazione di portare cinema che non si può vedere in altre occasioni, per cui quasi tutto è senza distribuzione, però sempre di più negli ultimi anni alcuni titoli di grandi autori che possiamo vedere a Cannes, allora Usha Oshen o Pichapong Veraseta Cool, quelli che vincono sono proprio i film acquistati dai distributori di una dimensione piccola in Messico. Et donc le festival a pour vocation en général de montrer des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Donc la plupart des films qu'on a dans la programmation, c'est des films sans distributeur. Mais de plus en plus, dans les dernières années, en fait, les films des grands auteurs, des auteurs qui sont présentés dans un festival international de classe A, comme par exemple Usha Oshen, Apichapong Veraseta Cool, ils sont achetés au Mexique par des distributeurs de taille petite. E quindi noi cerchiamo evidentemente di lavorare con loro perché sono i film che ci interessano e gli autori con cui che ci amiamo presentare, ma proprio per quello che dicevi tu, che non esiste in Messico, che è questa rete critica e la possibilità di fare della comunicazione attraverso un festival che non è tanto solida in Messico. Non ci sono tante riviste, non ci sono spazi per la critica, nemmeno nei giornali più aperti o più dedicati alla cultura, non c'è proprio la colonna, o succede una volta alla settimana, per cui non si può fare questo lavoro che è quello che dovrebbe fare un festival con un distributore, in questi casi di promuovere un film per un pubblico specifico che solamente può essere raggiunto con un festival. La différence, c'est que tu parlais tout à l'heure des promotions, donc des critiques, des magazines, d'accès à l'information du film. Ça, au Mexique, ça n'existe pas trop. Il n'y a pas un vrai espace critique dans la presse, même dans la presse quotidienne, il y a une fois par semaine une petite colonne. Donc, effectivement, pour un festival, c'est très difficile de travailler avec un distributeur pour la promotion du film, parce qu'il manque véritablement un espace de communication. Quindi alla fine si crea un conflitto, più che altro è molto difficile raggiungere un intendimento, perché sembrerebbe che il festival toglie gli spettatori a una possibile uscita commerciale che è comunque dedicata a una nicchia. Et donc on rentre parfois dans une zone de conflit.
des conflits, parce qu'on a comme l'impression que sans ce travail de promotion, justement, les festivals soient là pour voler un public potentiel du film lors de sa sortie salle. E quindi stiamo ancora lavorando sulla questione di che il festival locale, cioè in Messico, cioè io lavoro con i distributori locali pagando un fee, come se fossero rappresentanti internazionali. Donc moi... Ah, il faut que tu traduisca. Oui. Quindi lavoriamo con i distributori locali come se fossero rappresentanti internazionali. Ci chiedono un comme agenti di vendita. Donc les résultats, c'est qu'on travaille avec les distributeurs locaux comme si c'était des agents de vente. Donc on paye un tarif de location pour les films. Alors en fait, je voulais poser deux questions. La première, comment se fait-il que le Mexique soit plus dynamique, plus riche que le Brésil, qui me paraissent deux pays à peu près équivalents en cinématographie, en production, et enfin je connais très mal ces pays. Et la deuxième, c'est justement vous signalez que donc c'est très difficile de faire émerger les films de niche ou indépendants ou d'auteurs dans un marché qui est écrasé par le cinéma américain. Mais est-ce que justement la prolifération des écrans, les blogueurs, les festivaliers, les gens qui tweetent ne peuvent pas prendre le relais des journalistes et des promoteurs en fait? Est-ce que ça c'est pas une chance justement? C'est-à-dire que les blogueurs seraient les nouveaux prescripteurs qui font défaut au Mexique, c'est ce que tu veux dire? Je pense que les blogueurs au sens large sont une espèce de nuée qu'on ne comprend pas vraiment. Ouais. Et que, je sais pas comment ça se passe, mais nous, clairement, au côté Fox, on essaie d'identifier le vrai pouvoir des blogueurs, des sites, des prescripteurs, des personnes influentes. On les considère presque comme des journalistes ou presque comme des médias maintenant. Et en même temps, on n'a pas de retour, ils ne nous doivent rien, il y a vraiment une espèce de nébuleuse et on essaie de comprendre comment ils marchent, mais on peut plus passer aujourd'hui des blogueurs, des tweeters, même des gens qui tweetent. No, vabbè, rispetto alla prima domanda, veramente mi scuso, ma non ho le cifre, ma comunque potete controllarli. Il fatto è che in Messico ci sono più schermi che in Brasile e più pubblico che in Brasile. Il Brasile è un mercato molto interessante di consumo, però il Messico è ancora più in alto del Brasile, cioè, questo è un dato importante perché comunque il mercato brasiliano è un mercato consistente e il Messico ancora di più per quello che è occupato dalla esibizione, dalla distribuzione del cinema des grands studios. Donc, on n'a pas les chiffres là sous la main, mais vous pouvez les contrôler. Et effectivement, il y a plus d'écrans au Mexique qu'au Brésil. Il y a plus de public, il y a plus de consommation de cinéma. Alors que déjà, le Brésil, c'est un marché assez important, assez grand, mais le Mexique, il est supérieur. Et donc, c'est vraiment... par conséquent, il est vraiment occupé par les grandes structures américaines. Et de la distribution commerciale. Et en plus, il n'y a pas de loi de protection de cinématographie nationale. Donc, c'est pour ça qu'en Brésil, il y a plus de films brésiliens et au Mexique, il y a moins de cinéma mexicain. E rispetto all'altra domanda, sì, noi cerchiamo di lavorare giustamente in questa strategia con blogger, twitteros, tutto questo. È una realtà differente perché c'è una tradizione differente e anche con specifici pubblicazioni non tanto tradizionali che nascono ogni volta di più, che sono anche pubblicazioni solamente su internet, anche con testate più politiche, cercando di infilare contenuti anche verso un altro pubblico interessato a più altre cose, e certo, però insomma poco. Oui, donc effectivement, c'est la stratégie qu'on utilise, c'est de travailler en synergie avec les blogueurs, les tweeters, chercher aussi de créer des publications très spécifiques qui seront publiées seulement sur Internet. Et une autre chose, c'est qu'on cherche aussi de travailler avec un type de presse peut-être plus politique, donc ou insérer du contenu au-delà des revues spécialisées en cinéma. Ma comunque quello che voglio dire è che si sta cambiando la relazione con i distributori, però siamo ancora in questo livello di tensione.
Et donc les relations des festivals avec les distributeurs sont en train de changer, mais il y a encore beaucoup de tensions. Et j'ai oublié de traduire tout à l'heure ce qu'elle disait. C'est qu'au Mexique aussi, il n'y a pas un véritable... il y a une loi moins organisée de l'audiovisuel et du cinéma. Donc ce qui fait qu'effectivement, au Brésil, ils sont produits plus de films qu'au Mexique, malgré les différences. Plus de films brésiliens que Ouais. Montrés. Ouais. Oui, ils sont montrés, plus de films brésiliens. Ah oui, ils sont montrés dans les salles plus de films locaux que non au Mexique. Ok. Justement, à propos de conflits, ça m'intéressait d'avoir votre avis justement sur les genres de conflits qu'on peut avoir entre un distributeur, un festival, quels sont les moments de tension qui peuvent se créer, qu'est-ce qui vous dérange, s'il y a des choses qui vous dérangent, ou quels sont des épisodes pas forcément heureux que vous avez pu vivre avec des festivals. Évidemment. Officiellement, il n'y a jamais de conflit. Nous ouvrons tous pour promouvoir les films, l'art, etc. Officieusement, je ne crois pas qu'il y ait à la base beaucoup de conflits parce que le festival désire un film, le distributeur désire montrer le film dans un bel écran, donc un festival. Moi, il m'est arrivé d'être un petit peu déçu et aigri si le festival ne jouait pas le rôle de rampe de lancement, de tremplin, et utiliser le film plus comme une décoration de sa programmation et point. Et donc, en fait, ce qui est important dans le festival, finalement, c'est certes la programmation, mais aussi le bruit qui va en sortir, en fait. Mais ça, je crois qu'on sait... Le buzz. Enfin. Mais ça, je pense que c'est... Enfin. Moi, quelque part, j'envisagerais la relation entre un distributeur et un festival de la même manière qu'à notre niveau, on envisage dans la diffusion des films nos relations avec l'exploitant. C'est-à-dire que ça doit être un échange dans lequel chacun doit trouver, excusez-moi, avantage et intérêt. Donc, si vous montrez un film trop tôt dans un festival qui plus est n'a pas de billetterie, trop tôt, c'est-à-dire trop en amont de sa date de sortie, c'est-à-dire moi je pense plus de 3 mois avant ou 6 mois avant, c'est pas forcément bien pour le film, parce qu'une fois qu'il sort, tout le monde l'a oublié, donc c'est pas l'effet rampe de lancement qu'on pourrait attendre. Si vous le montrez trop tard, vous n'en bénéficiez pas. Et puis il y a aussi le contexte local. Par exemple, vous, Paolo, est associé à une salle, donc le film, voilà, il n'y a pas de conflit entre la salle et le festival. Il y a des villes, et ça reste évidemment aussi officieux, comme le dit Benoît. Il y a conflit entre la salle et le festival, c'est-à-dire de diffuser un film pendant un festival. Moi j'ai connu ça plusieurs fois. Je dis ah ben non, c'est passé à tel festival, je vais pas le sortir en salle. Tout le public est allé le voir. Bon, je vais donner un exemple très simple. C'est un film italien, ça va vous faire plaisir. C'était Respiro, le deuxième film d'Emanuele réalisé, qui avait raflé les 2 grands prix de la semaine de la critique à Cannes et qui était passé au fameux festival du film italien d'Annecy. Et il y avait eu 2 ou 3 projections. Parce que ça aussi, le nombre de projections dans 8-10 jours de festival, ça peut, entre guillemets, déflorer l'intérêt du film. Faut quand même, notre but, c'est de créer le désir, susciter le désir, donc faut pas trop montrer avant. Hein. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas dit, mais ça me paraît important. Et l'exploitant local, chez qui se passaient les projections, nous dit non, mais... le film sortait 3 mois après, hein. Le festival était en octobre, il sortait le 1er janvier. Non, moi je vais pas le sortir. Tout le monde l'a vu à Annecy pendant le festival italien. Donc j'ai insisté. Le film, il est finalement sorti, il est resté 2 mois et demi à l'affiche. Donc voilà, ça veut dire que, mais ça, c'est un très bon exemple, hein. C'est qu'on parle d'un film qui avait un bon bouche-à-oreille, qui avait besoin d'un buzz, et qui avait besoin de rampe de lancement et qui a eu un buzz dans les festivals et dont a ensuite profité sa carrière salle. Voilà. Je donne un bon exemple, hein, on pourra en donner, mais bon, c'est les bons exemples les plus intéressants. Realmente sì, è un esempio interessante che è giustamente ciò su cui insisto nel lavoro con i distributori, perché effettivamente
ci sono dei risultati tangibili e nell'esempio messicano che mi riguarda ad esempio posso portarne vari, per esempio L'Inconnu, che è un film di di Alain Guiraudy, che è stato un grandissimo successo per la critica evidentemente europea dopo Cannes, e evidentemente un film atteso, mi immagino, nelle sale qua, non so come sia andato. In Messico bisognava preparare il terreno e in questo caso, visto che Guiraudy era uno degli invitati del festival, abbiamo organizzato una retrospettiva. In quel caso ovviamente il distributore ha colto l'occasione, ed è questo ha funzionato perché bisognava preparare il terreno. Anche se è un film su cui è stato scritto moltissimo, non c'è un pubblico così preparato o così informato fra il pubblico della Città del Messico. Je voudrais apporter un autre exemple, c'est l'exemple de L'Inconnu du lac. Donc Alain Guiraudy, c'est un film qui a eu un très très bon accueil des presses en Europe. Donc nous, on a montré les films et on s'est dit qu'il fallait préparer les terrains pour montrer au mieux à sa sortie. Jusqu'à l'époque, par rapport à Cannes, combien de temps après Cannes ils ont montré? Cannes è stato in maggio, noi siamo di febbraio dell'anno dopo. 7 mois après. Sì, 7 mois, e dopo è stato proprio distribuito in sala come coda del festival. Donc on a organisé à cette occasion, on a organisé toute une rétrospective sur Alain Guiraudy, et à ce moment-là, effectivement, on s'est mis à travailler ensemble avec les distributeurs pour créer la sortie du film, parce que même si le film avait un très bon accueil à la ville de Mexico, il n'y avait pas un public si averti qui avait accès à l'information concernant le film. E un altro caso realmente sorprendente, per esempio con un film di Gustavo Fontan, che non so se conosciate, non lo conosce nessuno, e purtroppo, che è un grandissimo regista argentino. E la stessa cosa noi abbiamo fatto, non aveva mai avuto, non ha neanche un distributore in Messico, ma gli abbiamo organizzato una retrospettiva, è stata un po' una sorpresa per tutto il nostro pubblico, e la Cineteca del Messico, che è comunque uno spazio per la cinefilia molto importante, ha deciso di distribuirlo dopo il festival. Quindi Gustavo, il regista, era a Città del Messico per il festival, ha avuto tutto il suo giro di promozione con la stampa, e il film è rimasto in sala 3 mesi. Donc je voudrais apporter un autre exemple, l'exemple d'un cinéaste argentin, Gustavo Fontan, il est plutôt méconnu en Europe. Donc dans ces cas-là, et même au Mexique, il n'avait même pas un distributeur. Nous, on a organisé en ces cas-là aussi une rétrospective. C'était quelque chose d'assez inattendu pour notre public aussi. Et c'est passé que la Cinémathèque mexicaine, que c'est quand même un espace de cinéphilie majeure très importante, il a décidé de distribuer les films. Donc les réalisateurs étant là, il est parti, il a pu profiter de sa présence pour faire tout un tour de promotion et pour accompagner les films dans sa sortie. Et les films est resté à l'affiche pendant 3 mois. Je voulais renvoyer la question à Paolo, qui demandait quel est l'intérêt d'un distributeur ou les conflits qui peuvent naître entre un distributeur et un festival. À l'inverse, quel est l'intérêt qu'un festival, un festival peut demander à un distributeur, qu'est-ce qu'il en attend. Et il y a une chronologie des festivals où on a l'impression que les festivals parfois sont rivaux sur certains auteurs, c'est eux qui auront découvert tel ou tel artiste, etc. Et en même temps, j'ai aussi l'impression que certains festivals se nourrissent d'autres festivals. Quelle est justement la stratégie, la vision d'un festival par rapport à un distributeur et ses concurrents? Merci pour la question. Là, on a pas 1h30. Non, c'est évidemment moi ce que j'ai souhaité, que je me réjouis d'avoir trouvé, notamment avec vous. C'est juste un dialogue, c'est-à-dire que je viens d'une expérience qui m'a permis justement de concevoir un événement comme un centre et un centre d'intérêt commun. C'est-à-dire que évidemment le festival ne doit pas être le seul gagnant,
c'est aussi, justement, comme vous disiez, un tremplin possible pour le lancement d'un film, pour la révélation d'un film. Donc finalement, dans la chronologie du festival, par exemple, l'une des choses qui m'ennuie le plus chez les distributeurs, c'est quand ils disent non mais ce festival vient une semaine avant toi, quand même vos trucs avec l'exclusivité, c'est quand même, je ne sais pas. Alors que chaque festival, je pense, a son identité et fait un travail qui n'est pas forcément le travail du festival qui vient après. Et que donc, comme un festival s'adresse à un distributeur, pas pour prendre 2 films, mais dans notre cas, par exemple, pour prendre ces films-là. Enfin, il y a un choix, il y a une sélection. C'est vrai que la notion de choix, on n'en a pas parlé, mais elle est importante. Donc, pour moi, c'est pas juste... en tant que festival, je ne peux pas parler pour mes collègues, mais en tant que festival, pour moi, les principes fondateurs, et la base, c'est la sélection. Donc, je vais chez un distributeur, pas pour voir ce qu'il a à disposition, etc., mais c'est souvent... je sais que ce distributeur a ces films que j'ai peut-être pu voir dans un contexte de festival international, et je veux ces films. Donc du coup, ce que je demande aux distributeurs, c'est qu'on puisse avoir un dialogue à propos de ces films-là, et que les distributeurs aussi choisissent en quelque sorte les festivals et l'endroit. C'est-à-dire, comme le festival valorise et met en valeur les qualités spécifiques de ces films-là, c'est les distributeurs peut-être à qui on demande une réflexion sur dans quel contexte on va présenter les films, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la connotation, et surtout, comme disait Benoît, quels sont les autres films. C'est-à-dire que si c'est un festival programmé un peu au hasard, avec ce qu'il y a à disposition, avec des choix un peu questionnables, et au milieu de tout ça, il y a une petite perle en première nationale, etc., ça va se perdre. Et l'effort qu'on fait ici, et que souvent, voilà, que j'ai du mal à faire passer chez les distributeurs, c'est que nous, on met autant d'efforts sur chaque film, et qu'on sélectionne chaque film, et chaque film a son histoire, son parcours, etc., et son sens d'être là, et que la sélection dans son ensemble, c'est quelque chose dont les films qu'on demande, qui va participer en fait de la valeur déjà d'être dans cette sélection-là, parce qu'il y a un choix, il y a... c'est une vision d'ensemble, ce n'est pas un seul élément. C'est un discours, et chaque film a une parole de ce discours. Pour que ça fasse du sens, chaque parole doit être mise dans le bon ordre, et c'est cette double participation. C'est les festivals en construisant un contexte, et les distributeurs en évaluant et en valorisant ces contextes. Donc c'est ça, je pense, là où on peut créer un intérêt commun, et où il peut y avoir une communion d'intérêts. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais Benoît parlait de stratégie. Il y a aussi une donnée importante dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas évoqué, c'est le choix. Donc, nous, en tant que distributeurs, on choisit nos films. Les salles, généralement, d'exploitation choisissent les films qu'elles mettent à l'affiche, quoique de moins en moins. Et qui plus est, surtout toi, quand on a 2 à La Roche-sur-Yon, il faut quand même choisir ce que tu vas mettre dans tes salles, plus que le Cinéville qui est à côté, qu'en a 9, c'est quand même plus compliqué pour toi. Enfin, c'est peut-être plus nécessaire de faire des choix que pour eux. Et sur l'éditorialisation du festival, c'est aussi un choix qui se fait évidemment avec le concours des distributeurs qui sont partenaires dans ces cas-là, mais aussi en complémentarité des films avec les autres. Donc cet équilibre,
nous, en tant que distributeur, on n'imagine pas juste votre film va être la pierre qui va pouvoir équilibrer toute la structure, mais oui, ça paraît essentiel pour vendre, entre guillemets, une meilleure proposition à la fois aux distributeurs à qui vous demandez les films, mais aussi à ceux à qui vous le proposez, parce qu'il ne faut pas quand même oublier la donnée essentielle, c'est que les films puissent être vus et que le public y vienne, ce qui semble être le cas cette année ici. J'ai une question presque pour Rebecca, en fait. Puisqu'on parlait de la prolifération des écrans, etc., la grande angoisse de tout le monde, c'est que tout le monde découvre les films sur sa tablette ou son ordinateur et ne sort plus de chez soi, en fait. Ça, c'est le distributeur est terrorisé par ça, le piratage, etc. Mais je me dis, le festival, c'est à peu près pareil. Il y a des plateformes de VOD qui proposent un festival Clint Eastwood, un festival auteur, un festival Netflix, etc. Et est-ce que finalement, comment vous envisagez la concurrence de festivals 100% online? Et en gros, comment vous envisagez le facteur humain, en fait, faire venir des auteurs, faire venir du public, faire venir des distributeurs, etc. Mais Et les gens dans le public dans les salles. enfin, dans un certain sens, tu as déjà répondu à la question. C'est vraiment les facteurs humains. Oui, c'est quelque chose. Je pense que la fruition, ça n'existe pas. Je pense que c'est justement ces facteurs humains qui permettent le travail sur les films. Enfin, c'est quelque chose, au-delà des pouvoirs qui peut avoir des plateformes comme Netflix de communiquer, donc d'avoir une visibilité très ample. Parce que moi, je me réveille, je vais sur ma page Facebook, et même si je n'ai pas un compte Netflix, il y a un banner à main droite qui me dit Netflix, Netflix, Netflix. Donc, c'est en fait une puissance de tir très grande. Les festivals, de sa part, c'est peut-être moins visible pour un public qui reste chez soi, mais je trouve que les discours qui se créent autour d'un film dans un festival, c'est quelque chose qu'une plateforme en ligne ne peut pas avoir. Donc on crée un discours, on travaille pour les films, il y a un accueil, et c'est là qu'on crée aussi la matière pour créer une véritable promotion de film. C'est dans les festivals, c'est l'accueil critique, c'est la presse, c'est les réalisateurs qui interviennent, c'est les réalisateurs qui défendent les films, c'est les distributeurs justement qui travaillent en synergie avec les festivals pour faire vivre les films. Après, il y a des choses. C'est une remarque intéressante parce que souvent, il y a nos collègues, souvent ça arrive, nos collègues dire. Mais bon, c'est dangereux, on pourrait rester tous chez soi, allumer Festivalscope et c'est bon. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas du tout ça. Même des expériences ici, comme à La Roche-sur-Yon, on s'est retrouvés dans des cadres même petits comme celui-là et faire du think tank, avoir une véritable réflexion, c'est quelque chose qui c'est difficile à créer en dehors d'un festival. Et par contre, il y a une chose que je voulais dire par rapport à Respiro, parce que pendant que les films étaient nommés, je me suis rappelé que j'ai fait quand même ma maîtrise sur Respiro. Et donc, c'est un cas, et je l'avais fait par rapport aussi à la distribution du film. Parce que ce qui s'est passé avec Respiro, c'est que le film il est sorti avec 20 copies, je crois, en Italie. Donc, copie 35, parce que bon, c'était en 2004, sorti. Et 2003. Et le film, il était extrêmement mal distribué. Moi, j'étais chez Crialese, elle interviewé, et elle m'a raconté que c'était n'importe quoi. Enfin, le film, il était montré en salle, et il était mort. Enfin, 2 semaines après. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'étranger, les films étaient mieux lancés, ils ont mieux travaillé sur la distribution du film, et donc le film, il a commencé à circuler énormément. Je crois qu'en Italie, le film, il a été couronné à Cannes en 2002, et je crois qu'en Italie, il est sorti dans la foulée, et voilà. Du coup, vous connaissez votre pays mieux que moi, vous savez qu'au mois d'août, il paraît qu'on ne peut pas aller au cinéma dans ce pays, donc sortir des films d'auteur, soit quand ils sont à Cannes, j'ai l'impression que c'est le paradoxe, soit vous les sortez tout de suite. Ça a été le cas cette année avec les 3 films italiens. Non, je crois qu'il y en avait 2 qui étaient à Cannes. Donc le film de Matteo Garonne, Tales of Tales, et le film de Moretti, mais aussi le film de Sorrentino. Les 3 sont sortis quasiment dans la foulée de Cannes, parce que à partir du mois d'août,
vous faites plus d'entrée, ou alors faut attendre septembre. Non mais corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même un problème lié spécifiquement à l'exploitation italienne. Et là il est sorti tout de suite, donc le film n'avait pas de notoriété, ça l'a flingué. Mais là, les cas de Respiro, c'est encore plus intéressant parce que le film était flingué, mais il a repris vie quelques mois après, parce que les bases autour du film en Europe, c'était si fort que la presse, et là aussi, c'était le début en 2003, on commençait à aller beaucoup plus sur Internet pour avoir de la promotion, donc on s'est rendu un petit peu compte aussi de ce qui se passe à l'étranger, chose que normalement sous la presse écrite c'est plus difficile à avoir, et du coup les publics, il s'est dit tiens, le film était redistribué après des mois, il est ressorti en salle et il est resté à l'affiche des mois et des mois. Donc là aussi c'est un cas... C'est vrai. Et par exemple, Moretti, corrige-moi, c'est... Moretti, c'est un cas très... voilà, c'est lui qui a tout compris, en fait. C'est que... mais je ne sais pas pourquoi et comment vraiment on lui donne cette possibilité. Lui sort avant. Il sort au mois d'avril. Donc, dans son pays, oui. Non. Non. Attendez. Pardon, je connais extrêmement bien la logique. C'est-à-dire que, oui, sur... Ah non. Par exemple, à Venise, c'est pas une question. Et à Cannes, non plus. C'est-à-dire que c'est Moretti le seul. Parce que, oui, c'est vrai, du point de vue du règlement, il peut sortir dans son pays d'origine, mais ça, c'est les règlements. Mais évidemment, sortir au Guatemala, à son pays d'origine, et sortir en Italie pour le Festival de Cannes, c'est pas la même chose. Donc du coup, évidemment, les festivals bloquent toute sortie avant le festival. C'est une logique, c'est-à-dire que si la compétition de Cannes était formée par des films qui étaient déjà sortis en Allemagne, en France, etc., bien que ce soit ces pays d'origine, tout l'effet des Premières mondiales se perd. C'est-à-dire que tout le monde a déjà écrit dessus, etc., et ça ne fonctionne plus. Ah déjà. Mais en Italie, c'est une stratégie très payante parce que ça sort après l'annonce de Cannes, après la sélection et avant les festivals. Donc du coup, tout le monde a envie de le voir. Il y a eu un cas comme ça pour Almodovar. Je crois qu'il y a un Almodovar qui est sorti comme ça. Je me demande si c'était pas Tout sur ma mère. Je sais plus, mais... La Mala Education, il est sorti en même temps en France. Mais si je sais, c'est l'avant-dernier film, c'est Les Trains de brisés. Il est sorti en avril, parce que moi je l'ai vu à Barcelone en avril, et passé à Pâques, et il sortait dans la foulée en France. Voilà. Non, mais je pense aussi c'est un point de règlement. Alors évidemment, bizarrement, c'est réservé aux seuls grands auteurs. Hein. On parle d'Almodovar et Moretti quand même. Oui, voilà, peut-être les Dardenne, mais c'est, je crois, des cas très spécifiques et aussi des auteurs qui ont une longue histoire avec les festivals. Parce que Moretti, Almodovar, sont tombés. C'est une concession particulièrement avantageuse, évidemment. Oui, mais comme quoi, on parlait ça rejoint aussi notre discussion, enfin en tout cas sur la complémentarité et le rapport entre les distributeurs et les festivals. C'est que la dimension économique, ou en tout cas stratégique, du distributeur ou du producteur national est pris en compte par un festival qui est quand même le plus grand festival du monde, qui est Cannes. C'est-à-dire, en gros, écoute, je veux bien t'amener Moretti ou Almodovar à Cannes, mais j'ai besoin de sortir avant parce que ça me permet de surfer sur un marché qui sera moins encombré. Après, je me retrouverai en septembre avec tous les autres films de Cannes. Voilà. Et c'est pas un mauvais calcul. C'est dommage, et ce qui est pas, je trouve pas normal, parce que je le sais depuis cette année, c'est un point de règlement, mais on peut plus le faire en France. Et en France, ça a été fait. Cyrano est sorti avant, et Trop belle pour toi aussi. Parce qu'on peut, peut-être parce que c'est, je pense que tout le monde doit partir. À toi de... Ben oui, je voudrais une petite mot de clôture. Donc, merci beaucoup. C'était fort intéressant, je crois. Pour moi, j'espère pour vous aussi. Il y a des choses, il y a des arguments qui ont été approchés, je trouve intéressants, sur lesquels peut-être on devrait réfléchir et plus longtemps. Malgré ça, je crois qu'on a touché vraiment des points névralgiques de la question.
bien sûr, il y a des choses, il y a des conflits, mais c'était bien aussi d'utiliser ces mots. Donc, enfin, on a de la matière pour réfléchir et de ça, je vous en remercie. Et moi aussi, je m'associe encore une fois voilà, à vous remercier pour la confiance et pour nous avoir confié vos films, vos très très beaux films. Déjà, voilà, et surtout d'être venu un dimanche matin, après une nuit intéressante, je dirais. Voilà. Merci beaucoup.